Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'apprentissage du français, mais on va un peu laisser de côté les bases. Le fameux « où est la gare ?» Oui, on va aller un peu plus loin. Beaucoup plus loin, oui. On s'attaque à quelque chose de plus personnel. Comment raconter sa vie, en fait? Parler de sa famille, décrire sa journée, ce qu'on a fait le week-end. Avoir une vraie conversation, quoi. C'est ça. Et pour ça, on a une belle pile de ressources pour le français langue étrangère, le fameux FLE. On a des extraits de sites comme Franchement et FLE, Les Faits du FLE, Français authentique ou encore Too French. On a aussi une transcription YouTube de Learn French with French Easy et un guide de grammaire de Lingolia. Un beau programme. Exactement. Et notre but aujourd'hui, en fait, il est assez simple. On va piocher dans tout ça pour en sortir les pépites, les mots, les tournures de phrases, les petits points de grammaire qui font vraiment la différence. Pour parler de sa vie avec plus d'aisance, plus de naturel. Voilà. L'idée, c'est de voir comment ces outils peuvent transformer des phrases toutes simples en un récit qui nous ressemble vraiment. J'adore l'idée de chercher les pépites. Alors par où on commence? Souvent, la première chose qu'on nous demande, c'est de parler de notre famille. Et en regardant la ressource de Franchement et FLE, je suis tombé sur un arbre généalogique que j'ai trouvé vraiment bien fait. Ah oui. Oui, on suit un personnage, Paul, mais sa famille, c'est pas du tout le modèle classique papa, maman, enfant. Il y a une famille recomposée, une famille homoparentale, c'est très ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Ce qui est fascinant avec ça, c'est que ce sujet, en apparence tout simple, nous plonge directement au cœur d'un point de grammaire qui est essentiel. Lequel? Les adjectifs possessifs. Dès qu'on dit « ma mère » ou « son oncle », on y est. C'est le tout premier outil pour tisser des liens. Ah oui, et c'est souvent un premier casse-tête. Je me souviens de la difficulté avec son et ça. L'erreur classique. L'article de Franchement Eiffel insiste beaucoup là-dessus, surtout pour les anglophones. En français, on doit accorder avec la chose possédée, pas avec le possesseur. C'est une gymnastique mentale au début. C'est ça. La ressource donne un exemple parfait pour déconstruire ça. Elle dit « Pierre a une sœur, c'est sa sœur. Marie a un frère, c'est son frère. » D'accord. L'accord se fait avec sœur ou frère, peu importe qui est le propriétaire en fait. Et j'aime bien qu'ils ajoutent des exemples comme son livre pour montrer que ça s'applique pas qu'aux personnes. C'est une bonne idée pour éviter les confusions. Et au-delà du vocabulaire de base, les exercices vont chercher des mots plus précis comme la nièce, le neveu et surtout la belle-mère. Mhm. Et c'est intéressant parce que ce mot, il est clé dans les familles recomposées. C'est plus seulement la mère de son mari ou de sa femme. Tout à fait. Et si on veut rendre cet apprentissage un peu moins scolaire, le site Les Faits du FLE a des idées vraiment géniales. Comme quoi, par exemple? Il suggère d'utiliser un extrait de film comme C'est quoi cette famille pour voir le vocabulaire en action, ou alors des petites devinettes. Ah, j'adore les devinettes. Du style c'est le frère du père de ma sœur. Qui est-ce? C'est mon oncle? Exactement. C'est une manière beaucoup plus vivante d'intégrer ces mots. On peut même analyser l'arbre généalogique de personnages de BD comme Mortel Adèle. Ça ancre la langue dans la culture pop. D'accord. Donc on a les bases pour présenter notre entourage. Maintenant, en parlant de famille, la routine quotidienne, elle change énormément selon notre situation. Comment les sources nous aident à décrire ce fameux train-train quotidien? Alors là, on bascule sur un autre pilier de la grammaire de tous les jours, les verbes pronominaux. Notre routine est remplie d'actions qu'on fait sur soi-même. Je me réveille, je m'habille, je me brosse les dents. C'est vrai? Maîtriser ce petit mot, ce, et savoir le conjuguer, c'est la clé pour décrire 80% de sa matinée. C'est tellement vrai. D'ailleurs, dans ma transcription de la vidéo Learn French with French Easy, il y a une phrase qui m'a fait sourire. Ah oui, hein? Elle est très réaliste. Je commence généralement ma journée en regardant mon téléphone portable. Personne peut nier ça aujourd'hui. C'est clair. Il y a 20 ans, la phrase aurait été « Je lis le journal ». Ça montre bien comment la langue doit s'adapter. Exactement. Et cette phrase, c'est un excellent tremplin vers l'outil suivant, qui est crucial pour parler d'habitude. Ce sont les adverbes de fréquence. Ah oui, le fameux « généralement » de l'exemple. Voilà. Toutes les sources en parlent. Toujours, souvent, parfois, rarement. Et la négation, ne, jamais. C'est ça qui donne de la couleur à notre routine. Ça ajoute de la nuance. Le site Français authentique propose même une petite échelle de fréquence, une sorte de thermomètre. Mhm. Toujours, c'est 100%, souvent 75%, jusqu'à jamais à 0%. C'est une astuce visuelle toute simple, mais très efficace pour s'en souvenir.
C'est un excellent moyen mnémotechnique, oui. Et quand on combine tout ça, on peut vraiment peindre un tableau précis de sa journée. On a de bons exemples dans la transcription YouTube. Oui, au lieu de juste dire « je bois du café », on a « d'habitude, je bois du café, mais de temps en temps, je prends un jus d'orange C'est beaucoup plus personnel. ». Ou une affirmation très nette « je ne prends jamais de thé ». On sent tout de suite la personnalité derrière. Oui, une phrase comme « je fais presque toujours mon ménage le matin », c'est beaucoup plus riche. Ces petits mots changent tout. D'accord, donc on sait décrire la routine. Mais ce qui nous définit, c'est souvent ce qu'on fait en dehors, comment on parle de ses passions, de son week-end. Il y a les loisirs numériques qui sont devenus incontournables, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo. Bien sûr. Le social, sortir avec des amis, boire un verre, et l'institution française, prendre l'apéro. Indispensable. Et puis bien sûr le culturel et le sportif. Aller au ciné, visiter une expo, faire de la randonnée, faire de la natation. Attendez, en lisant cette liste, je remarque quelque chose qui m'a toujours un peu perturbé. Je vois faire du tennis, mais aussi jouer aux cartes. Et pour la musique, c'est encore autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une règle cachée sur le choix du verbe. Est-ce que les sources nous éclairent là-dessus? Ah, vous mettez le doigt sur un point de confusion, mais hyper courant. Ah, ça me rassure. Oui, oui. Mais heureusement, Français Authentique l'explique très clairement. En fait, la règle est assez logique une fois qu'on l'a. Alors, quelle est la clé? On utilise faire de, du, de la, de les pour une grande partie des activités. C'est le verbe un peu passe-partout. Faire de la natation, faire de la photo, faire du shopping. D'accord, ça c'est la base. Et jouer alors? Alors, jouer à, au, à la, os, c'est plus spécifique. On le réserve aux sports qui se pratiquent avec une balle ou un ballon et à tous les jeux de société. Ah, Donc, on dit jouer au foot, jouer au tennis, jouer au Monopoly. d'accord. Et pour la musique, il y a une troisième variante. On utilise jouer de, du, de la, des pour les instruments. Jouer du piano, jouer de la guitare. C'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, si je résume, je fais de la randonnée, je joue au basket et je joue du violon. C'est exactement ça. Honnêtement, même après des années, je dois parfois m'arrêter une seconde pour réfléchir, surtout entre jouer à et jouer de. Mais c'est tout à fait normal. C'est un de ces automatismes qui met du temps à... À s'installer. C'est en pratiquant que ça devient naturel. Bon, on a le vocabulaire. Mais pour répondre à la fameuse question du lundi matin, tu as fait quoi ce week-end? Il faut pouvoir raconter une histoire au passé. Et c'est là, je pense, qu'on rencontre le grand boss final de la grammaire française pour beaucoup d'apprenants. Lequel? Le choix entre l'imparfait et le passé composé. Ah oui, le grand défi en effet. Mais le guide de Lingolia propose une approche que je trouve très visuelle. Je suis curieux. La vraie différence, c'est pas juste une règle de grammaire, c'est un choix de réalisateur de film. Un choix de réalisateur. Oui. L'imparfait, c'est votre caméra qui fait un plan large, un travelling lent, pour planter le décor. Il répond à la question « comment c'était ?» Il décrit l'atmosphère, le contexte, une habitude. Par exemple, « le temps était horrible » ou « les gens attendaient tranquillement », c'est la toile de fond. J'aime beaucoup cette métaphore. Et le passé composé dans ce cas? Le passé composé, c'est le zoom brutal sur l'action qui change tout. C'est l'événement ponctuel achevé qui fait avancer l'histoire. L'action principale. Exactement. Il répond à la question « que s'est-il passé ?» C'est le moment clé. L'exemple de Lingolia est parfait pour illustrer ça. Pendant que je parlais avec un agriculteur. Ok, là on est en mode travelling lent, plan large. C'est l'imparfait. Le décor est planté. C'est ça, on voit la scène, et tout à coup, j'ai reçu un appel. Et là, bam! C'est le passé composé. Voilà. C'est l'action soudaine qui vient interrompre ou qui se produit au milieu de ce décor. Maîtriser ça, c'est passer de quelqu'un qui liste des faits à quelqu'un qui raconte une histoire avec du relief. C'est génial de le voir comme ça. On devient le metteur en scène de son propre récit. Les sources parlent aussi de mots-clés qui peuvent nous guider, non? Des sortes d'indices. Oui, ce sont des balises de temps. Pour l'imparfait, donc le décor, on aura des mots qui évoquent la durée ou la répétition. Souvent, tous les jours, d'habitude. D'accord. Pour le passé composé, l'action, ce sont des mots qui marquent une rupture ou un moment précis. Soudain, tout à coup, hier, l'année dernière. Ce sont des projecteurs qui éclairent un événement. Et ça boucle parfaitement avec ce qu'on disait sur les loisirs. Si je veux parler d'une habitude d'enfance, j'imagine que c'est l'imparfait qui s'impose. Précisément. C'était le décor de ma jeunesse, en quelque sorte. Tout à fait. Français Authentique donne l'exemple parfait. Quand j'étais petit, je faisais du piano. Le « je faisais », c'est pas une action unique, c'est une description.
C'est la bande-son de l'enfance. Alors que si je dis « hier j'ai fait du piano », là c'est un événement ponctuel, daté. Exactement. Le choix du temps change complètement le sens. C'est fascinant. Faisons le point. Ce qui me marque le plus dans tout ça, c'est qu'on a assemblé une véritable boîte à outils pour se raconter. On a commencé avec les briques de l'identité, la famille, avec les adjectifs possessifs. Mhm. Puis, on a peint le tableau de la vie de tous les jours, avec les verbes pronominaux, les adverbes de fréquence. Et ça? Ensuite, on a ajouté les couleurs des passions, des loisirs, en démêlant le mystère de faire de et jouer à. Oui. Et enfin, on a appris à monter le film de nos souvenirs, avec la distinction clé entre l'imparfait et le passé composé. C'est une excellente synthèse. L'objectif final, c'est pas de connaître des listes de mots par cœur. Non. C'est de savoir les orchestrer pour construire un récit qui est le nôtre. Et on voit dans ces ressources une évolution. On s'éloigne des méthodes rigides pour aller vers des approches plus ludiques, plus interactives et surtout plus connectées à la vie réelle d'aujourd'hui. C'est vrai. Et pour finir, tiens, il y a une petite pensée qui m'est venue en lisant une des sources. Oui, bien sûr. C'est un document de l'Université des Antilles et de la Guyane qui liste des verbes d'action pour le monde professionnel. Communiquer, diriger, créer, organiser. Des verbes très forts, très dynamiques. D'accord, je vois. Et ça m'a fait réfléchir, est-ce qu'on utilise un langage aussi riche pour parler de notre vie personnelle? On a tendance à utiliser des verbes un peu passe-partout. Comme faire ou aller. Exactement. Par exemple, au lieu de dire simplement « j'ai fait de la randonnée ce week-end », qu'est-ce que ça changerait de dire « j'ai exploré un nouveau sentier » ou « j'ai découvert un paysage incroyable » ou même « je me suis aventuré en forêt ». Ah, c'est intéressant comme piste. C'est juste une réflexion sur la puissance et la précision de nos mots, même pour raconter quelque chose d'aussi simple qu'un week-end. Ça pourrait être une façon de rendre nos histoires encore plus vivantes. Salut tout le monde, prêt à enfin maîtriser la conversation de tous les jours en français? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment parler de sa vie, de sa routine, de ce qu'on aime faire, bref, tout ce qu'il faut pour avoir une discussion naturelle. Allez, c'est parti! Bon, on commence direct avec la question. La fameuse question du lundi matin au café. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Ça a l'air tout simple, hein, mais y répondre de façon fluide et intéressante, c'est souvent là que ça coince un peu. L'idée aujourd'hui, c'est justement de donner toutes les clés pour que cette question ne soit plus une source de stress, mais au contraire une super occasion de lancer une vraie conversation. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par les bases, la routine. Ensuite, on passera à des choses plus sympas, les loisirs. On fera un petit arrêt sur un point de grammaire qui pose souvent problème. Et enfin, on verra comment transformer tout ça en une petite histoire et comment y ajouter des petites touches pour que ça sonne vraiment authentique. Première partie, la routine quotidienne. C'est vraiment le socle de la conversation. Avant de parler de ses aventures extraordinaires, il faut savoir parler de sa journée ordinaire, du lever au coucher. Le truc important à remarquer ici, c'est tous ces verbes qui commencent par « se ». Se réveiller, se lever, s'habiller. Ce sont des verbes pronominaux. En gros, l'action se réfléchit sur soi-même. C'est comme une petite chorégraphie personnelle chaque matin, et en français, on le précise avec ce petit mot « se ». Au fil de la journée, on a des moments clés. La pause café, par exemple, ce n'est pas juste boire un café, c'est une vraie institution sociale en France. C'est le moment où on discute, on décompresse, et faire une sieste, bon, ça, c'est tout un art de vivre. Et pour finir, le soir, on a les tâches comme faire les courses ou faire la vaisselle. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point le verbe « faire » est un vrai couteau suisse en français. On l'utilise pour tout un tas de choses, et puis bien sûr, la détente avant de se coucher. Bon, on a vu le quotidien, les obligations. Maintenant, passons aux choses vraiment intéressantes. Ce qu'on fait pour le plaisir. C'est là que la conversation prend de la couleur, qu'on en apprend plus sur la personne. Alors là, on a un bon mélange. D'un côté, la vie sociale. Très importante. Boire un verre, c'est souvent le fameux apéro, un vrai rituel avant le dîner. Et de l'autre, nos vies numériques, bien sûr. Regarder des séries ou traîner sur les réseaux sociaux, ça fait partie du quotidien de beaucoup de monde. Et pour ceux qui ont une fibre un peu plus culturelle ou artistique, il y a tout un vocabulaire dédié. On ne regarde pas un concert, on y assiste, on ne fait pas un instrument, on en joue. Ce sont ces petits détails qui rendent le discours plus précis. Et voilà, ça nous amène pile au sujet qui fâche, ou en tout cas qui crée souvent la confusion. Quand est-ce qu'on doit dire « jouer » et quand est-ce qu'on doit dire « faire » ? Pas de panique, c'est en fait plus simple que ça en a l'air, on va éclaircir ça tout de suite. Alors, regardons ça de plus près. Faire de, c'est le verbe un peu passe-partout pour plein d'activités, comme faire de la natation ou faire du shopping. Jouer, lui, est plus spécifique. On va dire jouer
A pour les sports d'équipe, les jeux de société, tout ce qui implique une sorte de compétition ou des règles. Jouer au tennis, jouer aux échecs. Et pour la musique, on utilise jouer de. Jouer du piano, jouer de la guitare. Cela dit, c'est vrai qu'on peut aussi entendre faire du piano, surtout pour parler de l'apprentissage. Mais en règle générale, pour dire qu'on pratique, c'est jouer de. Ok, on sait maintenant nommer nos activités. L'étape suivante, c'est de les mettre en scène, de les raconter. Et pour ça, pas le choix, il faut faire un petit tour du côté des temps du passé. C'est ce qui va donner vie à notre récit. Tiens, regardons cette phrase. L'année dernière, je suis allée au bord de la Loire. Pendant que je pédalais, ils étaient sûrement assis sur le sable. On a 2 temps différents ici. Je suis allée, c'est du passé composé. Et je pédalais où ils étaient, c'est de l'imparfait. C'est un peu un puzzle, non? La grande question, c'est mais pourquoi? Pourquoi ne pas tout mettre en même temps? Eh bien, c'est justement cette alternance qui va créer une narration dynamique et claire en français. Et voilà la solution. Pour faire simple, imaginez une scène de film. Le passé composé, c'est l'action principale, ce qui fait avancer l'histoire. C'est le projecteur sur le personnage. J'ai reçu un appel. C'est un événement précis et terminé. L'imparfait, c'est le décor, l'ambiance, l'arrière-plan. Le temps était horrible. Ça décrit la situation, une action qui dure. En combinant les deux, on peint une image complète. Allez, on arrive à la touche finale, le petit plus qui va faire toute la différence. Une fois qu'on a les mots et la grammaire, il faut ajouter un peu de nuance pour que ça sonne vraiment naturel, pas comme un livre. Une façon très simple de nuancer, c'est de préciser la fréquence. Pensez à ça comme un curseur. Tout en bas, à 0%, on a « ne jamais ». Tout en haut, à 100%, toujours. Et entre les deux, on a rarement, parfois, souvent. Ces petits mots se glissent en général juste après le verbe. Par exemple, je vais souvent au cinéma. Facile, et ça change tout. Et voilà le travail. Finalement, on a tout en main. Le vocabulaire pour décrire sa journée, les bons verbes pour parler de ses passions et la grammaire pour raconter ses souvenirs. C'est une vraie boîte à outils pour des conversations beaucoup plus riches. On a donc bouclé la boucle. On a commencé par la question du week-end passé et on finit en regardant vers l'avenir. La question n'est plus un défi, mais une invitation. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter de notre prochain week-end ?